Alors, bonsoir à tout le monde. Je vous remercie d'avoir pris du temps. Je sais qu'on est dans une période un peu chargée, toujours en fin d'année, mais c'est vraiment chouette de faire ce dernier Virtual Chapter 2023. Bah, une fois n'est pas coutume, j'ai proposé de faire la présentation, parce que j'avais un truc à annoncer qui était intéressant pour tout le monde, on va dire, à la fois pour les dentistes, pour les hypnos, pour tous ceux qui sont dans le domaine médical, on va dire, qui fassent de l'hypnose ou pas. Et vous allez comprendre où je veux en venir à travers cette présentation. Pour ceux qui sont néophytes et qui viennent pour la première fois sur le Virtual Chapter ou qui ont été invités, le principe, en fait, c'est de proposer tous les 3 mois à peu près un Zoom, une soirée comme ça autour d'une thématique qui va être présentée par un intervenant. En général, c'est pas moi qui parle ou rarement. L'idée, c'est de donner un peu la parole à tout le monde, sachant que le Virtual Chapter, il est constitué à peu près un tiers de mes élèves de la fac. Donc là, ce sont principalement des dentistes. L'autre jour, je faisais l'état J et je crois que je dois avoir formé à peu près une centaine de praticiens à l'hypnose. Ensuite, les élèves de l'Institut d'Evelman, là à peu près il y en a un peu moins, je pense encore, mais bon, ça vient petit à petit en hypnose médicale. Et puis après, un tiers d'invités qui sont principalement des hypnothérapeutes, et c'est intéressant qu'on puisse confronter comme ça toutes nos stratégies, nos pratiques. Et le but du Virtual Chapter, c'est vraiment de créer quelque chose de simple, pratique et des échanges qui soient vraiment transversaux. Alors, je vais vous parler ce soir d'hypnose dentaire et je vais vous parler particulièrement de la création donc de la Société française d'hypnose dentaire. Alors, pourquoi ça m'est venu cette idée? Bah, tout simplement parce qu'en fait, on se rend compte que l'hypnose. Alors, je vous la fais courte, mais je vais faire un petit PowerPoint rapide. Je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de slides. Une petite vidéo, comme ça, ceux qui n'ont jamais vu de l'hypnose dentaire, ils verront ce que c'est. Et puis après tout le monde tchatche et discute. Voilà. Donc, ça sera pas très long ce soir. Et l'idée, c'est plus informatif que, on va dire, technique, pratique. Mais je compte sur votre participation. Alors donc, je reprends. Donc, pourquoi avoir créé cette société-là? En fait, l'idée, c'est que bah, déjà, elle n'existe pas. Il y a pas de société d'hypnose dentaire en France. L'hypnose médicale, on se rend compte qu'en France, c'est un peu le parent pauvre de l'hypnose, contrairement à l'hypnose thérapeutique. Ça, c'est vraiment lié à des raisons historiques. C'est-à-dire, en fait, quand l'hypnose s'est développée en France ou quand elle est revenue en France à partir des années 80, ça a été principalement sous l'instigation on va dire, du milieu néo-ericksonien, on va dire, avec Jean Gaudin principalement, Daniel Rose, etc. Et donc, c'est devenu une hypnose qui est devenue rapidement une hypnose plutôt à but psychothérapeutique, dite conversationnelle, etc., mais assez peu pratique sur le plan opératoire ou médical. Et elle n'est pas allée dans ce sens-là. Voilà. Il faut ajouter à cela que l'hypnose médicale et l'hypnose moderne, telle qu'on l'a définie sur le plan anglo-saxon, c'est-à-dire en fait toute l'hypnose, on va dire, qui a évolué depuis Erickson, depuis plus de 50 ans, elle est peu présente dans le champ de l'hypnose française, par manque de connaissance de la langue anglaise, tout simplement, et par manque de traduction ou d'information. Il faut attendre quand même, alors que cette hypnose-là, elle est ancienne, le métier d'hypnothérapeute, pour vous rappeler, ça date de la fin des années 70 aux États-Unis. Donc, on a maintenant plus de, on va dire, presque 40 ans de pratique de l'hypnothérapie. Et évidemment, le champ d'investigation, le champ des recherches euh, dans le domaine de l'hypnose médicale a beaucoup progressé et on a peu accès à ces informations-là en France. Ajoutez à cela que l'hypnose dentaire, par rapport même à l'hypnose médicale, c'est une hypnose qui a une très grande spécificité. Donc, il faut comprendre qu'en fait, quand on est formé ou quand on fait de l'hypnose médicale, l'hypnose dentaire, c'est encore un autre monde à découvrir qui est passionnant, mais qui nécessite pour pratiquer encore de nombreux outils. Voilà, on va en parler après. Et en fait, cette société, pourquoi c'est venu? Bah, tout simplement parce qu'en septembre, j'étais à Berlin. Et à Berlin, donc, il y avait le congrès de la Société d'hypnose dentaire allemande. J'ai fait une présentation là-bas et je voulais rencontrer un, un grand monsieur qui s'appelle Albrecht Schimmer, qui est le doyen de l'hypnose allemande dentaire et qui a publié un ouvrage extraordinaire sur l'hypnose dentaire et qui a, on va dire, maintenant il est à la retraite, mais il a pratiqué de l'hypnose pendant pratiquement 40 ans et avec
beaucoup de connaissances et en même temps beaucoup de pratiques et de techniques. C'est vraiment une mine. Alors, l'idée de cette création de cette Société française d'hypnose dentaire, ça a été principalement basé autour de 4 axes. Déjà, le premier axe, et vous allez comprendre pourquoi en fait ça va, entre guillemets, vous parler en tant qu'hypno et vous intéresser, ça va être fédérer ensemble des praticiens autour d'une pratique qui est l'hypnose dentaire. Donc, fédérer des praticiens, ça va être de différents milieux, c'est-à-dire à la fois l'équipe médicale soignante, les dentistes, les chirurgiens dentistes, les assistantes dentaires, en même temps les hypnos et en même temps les patients. Voilà. L'idée, ça va être de donner et de proposer en fait et de faire un peu un panel de toutes les formations qui sont disponibles pour se former en France en hypnose médicale et aussi en hypnose dentaire. Il y en a pas mal à l'heure actuelle. L'idée également, le troisième axe, ça va être davantage de la communication vis-à-vis alors des hypnos, des dentistes et des patients principalement, et aussi faire de la recherche, c'est-à-dire proposer évidemment toute une composante de, on va dire, de contenu sous forme d'articles, de thèses. Moi, j'essaie chaque année de prendre un étudiant à la fac et de lui proposer de faire une thèse en hypnose. Donc là, ça va faire la 5e thèse qu'on fait là depuis 5 ans. Et en même temps, d'échanger aussi des travaux de recherche entre les praticiens autour de la pratique de l'hypnose dentaire. Alors, fédérer, le premier axe, c'est fédérer, c'est-à-dire pour les patients, parce que moi, je me retrouve avec des patients qui viennent du Var, qui viennent des Bouches-du-Rhône et qui trouvent aucun praticien qui fait de l'hypnose. Quand je dis aucun praticien, c'est aucun praticien euh, dentiste qui fait de l'hypnose dentaire. Pourtant, je commence à en avoir formé, on va dire quelques-uns, mais pas suffisamment. Et où ils ne trouvent pas d'hypno qui puisse les accompagner dans des problématiques dentaires. Et on va voir lesquelles sont les problématiques. C'est quelque chose dans les pays anglo-saxons qui est très courant. C'est-à-dire il y a beaucoup d'hypnos qui se sont dédiés vraiment à la pratique. Quand je parle d'hypnose, c'est hypnothérapeute. Hein. Beaucoup d'hypnothérapeutes qui se sont dédiés à la pratique de l'hypnose dentaire. Donc, soit ils sont intégrés à des cabinets dentaires où ils travaillent avec différents cabinets, que ce soit pour faire de l'hypnose opératoire, c'est-à-dire soigner un patient en hypnose, soit résoudre des problématiques d'hypnothérapie. Je vous demanderai juste de couper vos micros si vous voulez, parce que sinon, ça fait un focus derrière, là, c'est assez compliqué. Voilà, merci. Et donc, pour les patients, avoir... Alors, est-ce que la personne qui a laissé son micro branché veut bien l'éteindre? Merci. Donc, pour les patients, c'est intéressant d'avoir un accès à des informations, c'est-à-dire savoir quand ils cherchent un praticien qui fait de l'hypnose dentaire, déjà, quel est le cabinet, et en même temps, si ce cabinet-là, si le praticien ne fait pas de l'hypnose dentaire, alors, est-ce que, merci, je désactive moi-même, parce que sinon on ne va pas y arriver. Voilà. Et en même temps, est-ce que des praticiens peuvent être mis en contact pour ces patients-là avec des hypnothérapeutes qui sont prêts à suivre les patients? Donc moi, j'ai des copains, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis, ils ne font que de l'hypnose dentaire au niveau hypnothérapie. Et on va voir ce que ça recouvre 2 éléments. L'hypnose opératoire, c'est-à-dire ils vont accompagner des patients au cabinet, au fauteuil, et en même temps, ils vont traiter toute l'hypnothérapie dentaire. On va voir un petit peu ce que c'est. Fédérer aussi autour des équipes soignantes, c'est-à-dire les équipes soignantes, que ce soit les dentistes et les assistantes dentaires. L'idée, c'est de leur dire, ben voilà, si l'hypnose dentaire, ça existe, si vous voulez vous intéresser à ça, si vous voulez vous former à ça, OK. Et si vous voulez pas, on peut vous donner aussi une liste d'hypnothérapeutes qui sont formés ou qui sont référencés ou qui ont des compétences dans ce domaine-là. Moi, j'ai été même appelé dans le 04 une fois à Manosque, là au-dessus, pour aller faire de l'hypnose dentaire. Bon, c'était des conditions un peu compliquées, je ne le détaillerai pas ici, mais parce qu'ils trouvaient personne, et ça faisait 6 mois qu'ils avaient contacté tous les hypnos de la région, du coin, enfin, des Bouches-du-Rhône, etc. Et enfin, pour les hypnothérapeutes, le but, c'est de les fédérer, c'est-à-dire de dire aux hypnothérapeutes que ils peuvent avoir un champ de pratique en hypnose médicale qui est très intéressant et très pertinent par rapport à l'hypnose dentaire.
Donc, c'est vraiment l'idée, c'est en fait, de créer une connexion entre ces trois mondes, le cabinet médical, le cabinet dentaire, le cabinet des hypnos et les patients qui sont demandeurs, et afin qu'il y ait une plus grande fluidité, une meilleure communication entre les trois. L'idée aussi, c'est de délivrer une information aux patients. Donc, je vous l'expliquerai après, mais on fera un site où les patients pourront, si ils sont intéressés par réaliser des traitements dentaires en hypnose, etc., avoir accès aux informations, ce que c'est, ce que ça n'est pas, ce que ça implique au niveau du temps, etc., bon, au niveau de l'argent. Une information pour les praticiens, parce que l'hypnose dentaire, c'est encore vraiment, j'allais dire, allez, 10% des praticiens français en hypnose, en dentisterie, commencent à s'intéresser à l'hypnose dentaire, parce qu'il y a eu le DU qu'on a créé à Nice. Moi, je fais des conférences dans les sociétés, on va dire, strictement dentaires, hein, pas à l'ADF, au CNO, enfin des sociétés scientifiques, pour diffuser, faire connaître un petit peu ce que c'est. Et information aussi des hypnothérapeutes, parce que je constate qu'en fait, les hypnoses sont souvent les moins bien informés et ont peu de connaissances dans l'hypnose médicale. Et il y a une petite frilosité, je pense, par rapport à la pratique illégale de la médecine. Donc là, il faut se mettre à l'aise, il faut expliquer aux patients qu'on ne va pas soigner, on ne va pas guérir, mais on va apporter du confort, on va apporter du bien-être. Et que de la même façon qu'on a une démarche en hypnothérapie qui ne concurrence en aucun cas les démarches psychothérapeutiques ou autres et les traitements réalisés par les psychiatres et les psychologues, il y a une vraie spécificité de l'hypnose dentaire et qu'elle est passionnante. Enfin, moi, personnellement, ça me passionne depuis 20 ans, mais même pour les hypnothérapeutes qui découvrent ça, c'est vraiment un nouveau champ d'investigation dans leur pratique. Le but, troisième axe, ça va être de proposer, de faire un peu un listing des formations qui sont disponibles en hypnose médicale, et c'est vraiment une formation spécifique. Pour vous donner une idée, dans les pays anglo-saxons, quand on est hypnothérapeute certifié, donc on a eu 300 heures de base, plus 300 heures de modules complémentaires supervision, la formation en hypnose médicale, c'est encore 300 heures supplémentaires. C'est celle qui est par exemple sur le Develman Institute. Donc, c'est vraiment une formation très spécifique, l'hypnose médicale, hein, où on va être beaucoup dans la gestion de la transe, des techniques hypnotiques, beaucoup plus que dans les outils, évidemment, psychothérapeutiques. L'hypnose dentaire, c'est une hypnose qui est encore plus spécifique parce qu'il y a d'autres composantes, on va dire, qui rentrent dans le traitement dentaire, qui fait que l'hypnose médicale, c'est assez large, et l'hypnose dentaire, c'est encore, j'allais dire, une focale encore plus réduite. Il y a des formations référencées qui sont publiques, il y a des formats comme les DU, comme les AU, qui sont dans les facs, dans les universités, et il y a des formations privées aussi, qui peuvent être en présentiel, qui peuvent être en ligne, etc. Donc, il y a tout un tas de formations. Donc, ça, je ferai un site internet, va être créé de façon à référencer tout ça. Et l'idée, ça serait de proposer une journée annuelle de conférences, un peu à l'instar de ce qu'a fait la Société allemande d'hypnose dentaire. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que c'était de l'hypnose dentaire, mais ils ont invité plein de personnes issues d'autres milieux, notamment beaucoup d'hypnothérapeutes pour de l'hypnothérapie dentaire. Beaucoup de personnes aussi qui pouvaient apporter d'autres éclairages sur leur pratique. Notamment, il y avait pas mal de mindfulness, enfin, qui est un peu à la mode dans le milieu de l'hypnose en ce moment. Donc voilà, l'idée, c'est de proposer des formations et enfin de proposer de la recherche, c'est-à-dire à la fois un échange transversal entre les différents participants de cette société, de l'information, des articles, comme je disais, moi je dois avoir à peu près tout ce qui a été publié en langue anglaise, langue française, ainsi que tous les ouvrages à la maison, et des thèses, et après des vidéos. Moi j'ai pris l'habitude pour la fac, pour la recherche, pour les thèses, d'enregistrer et de filmer toutes les vidéos des patients depuis 20 ans, donc j'ai une base de données assez conséquente, et l'idée c'est vraiment de pouvoir expliquer comment fonctionne l'hypnose dentaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette idée de société? Donc, qui s'appellerait la SFDH, c'est-à-dire la Société française d'hypnose dentaire. Grosso modo, tout le contenu que je vais vous délivrer ce soir, ça sera le contenu qui sera sur le site.
Et après, ce site, en fait, c'est un site, entre guillemets, qui est à but non lucratif, c'est-à-dire c'est juste un site de rencontre pour pouvoir mettre en contact des gens. Donc, il y aura une cotisation annuelle, mais qui sera modique, hein, qui sera juste, on va dire, j'en sais rien, c'est pas décidé, de 50 euros. Et l'idée, c'est juste de pouvoir être référencé. Et en même temps, je vais sortir 3 e-books là, dans la collection Les indispensables de l'hypnose dentaire, qui donneront déjà un peu une base de l'enseignement que je fais à la fac en hypnose dentaire et qui permettront déjà de voir un petit peu ce que c'est et voir si les gens veulent se former à ça, parce que c'est une formation qui est, entre guillemets, plus longue, évidemment plus spécifique, mais passionnante à mes yeux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Si oui, vous levez la main, vous faites un signe. Sinon, je continue et je vous fais une petite présentation de ce qu'est la spécificité de l'hypnose dentaire. Bon, pas de réponse, très bien. Je continue. Comme ça, on finira plus tôt ce soir. Alors, je vais vous poser quelques questions. À votre avis, euh, alors, qu'est-ce que l'hypnose dentaire? Comment c'est venu en fait cette idée d'hypnose dentaire? Comment est-ce que c'est revenu en fait? Parce qu'on va voir que c'est un vieux truc. En fait, on se rend compte, et ça, c'est vraiment moi, au niveau de ma pratique, quand je parle d'hypnose dentaire, je me rends compte qu'il y a un changement, il y a un changement de paradigme complet par rapport au milieu du dentiste, au métier du dentiste. Ce que je veux dire par là, c'est que, attendez, je regarde, il y a So far, c'est good, on t'écoute. Très bien, super, on discute au final. Parfait, ça me va. Donc, malgré les avancées en fait scientifiques et médicales, les praticiens, tous les dentistes, hein, ne comprennent pas que les patients n'aiment pas venir se faire soigner dans les cabinets. Et ça, c'est une étude récente qui montre que 90% des patients interrogés ne veulent pas, n'ont pas envie d'être là. Voilà. Après, il y a des patients qui ont peur, ça c'est 70% des dentistes, 20% qui sont stressés et 10% phobiques. Et quand je parle de phobiques, c'est des patients où on va dans la salle d'attente, on leur dit bonjour, ou bien ils rentrent dans le cabinet, poum, ils font un malaise vagal, ils s'évanouissent. Donc la phobie dentaire, c'est vraiment de cet ordre-là, c'est pas juste de la peur, du stress ou de l'anxiété. En fait, les dentistes, ils comprennent pas que à chaque fois ils disent bah oui mais je comprends pas parce que je fais une anesthésie, tous les soins dentaires se font les patients sentent rien, on a eu énormément d'avancées médicales, technologiques maintenant avec ce qu'on appelle le CAD/CAM, les systèmes d'empreintes, les systèmes de réalisation de prothèses, la chirurgie assistée par ordinateur, etc. Mais en fait les dentistes, ils ne comprennent pas qu'ils ont un apport uniquement technologique et médical et scientifique de la dentisterie, mais ils occultent totalement le côté psychologique du patient. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la bouche, en fait, c'est l'un des organes les plus spécialisés du corps humain, parce qu'il remplit ce qu'on appelle l'appareillement éducateur, 6 fonctions différentes, mais surtout que c'est la zone la plus émotive, la plus émotionnelle, à la fois d'un point de vue neurologique, mais surtout même d'un point de vue symbolique. C'est un peu comme le citait un auteur que j'aime bien, la capitale identitaire de notre corps. Donc en fait, l'idée, c'est que pour que le regard du patient change sur le dentiste change, il faut que le dentiste change. C'est pour ça que c'est un changement de paradigme et c'est ce que permet d'intégrer l'hypnose. Donc moi, souvent à mes élèves, je leur dis, voilà, le praticien du 21e siècle, c'est celui qui est très fort techniquement, technologiquement, mais en même temps qui est très fort psychologiquement avec ses patients et qui les comprend et qui comprend que soigner un patient, c'est pas soigner une dent, mais c'est soigner l'individu. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un retour à la fois au sens du métier, la vocation qui est de soigner, mais en même temps avec une médecine qui est ce qu'on appelle intégrative complémentaire, c'est-à-dire où on considère l'individu globalement corps-esprit et non pas comme un organe spécialisé à un endroit. Voilà. Ça, c'est très, très intéressant. Les patients sont vraiment non seulement déjà contents d'être soignés dans le confort et dans le bien-être, mais surtout en même temps très reconnaissants parce que on leur porte de l'attention et souvent c'est vraiment le frein majeur. Voilà. Là, dans le monde dentaire, moi souvent je dis aux patients, ils me disent j'ai peur d'être sur le fauteuil, je leur dis c'est plutôt une réaction saine d'esprit parce que la peur elle est là pour vous protéger et si vous aviez, si vous serez ravi d'être sur un fauteuil dentaire, ça serait inquiétant psychologiquement parce que ça voudrait dire que vous aimez bien souffrir quelque part ou bien j'allais dire être impacté émotionnellement sur une zone qui est on va dire qui est touchante.
Donc c'est normal d'avoir peur. Voilà. L'hypnose, c'est un outil gagnant-gagnant, c'est-à-dire à la fois pour les patients, parce qu'ils peuvent se faire soigner dans des conditions de détente, quel que soit le traitement, quelle que soit sa durée, aussi pour les praticiens surtout, parce qu'on va avoir un super outil pour ajouter une dimension humaine à son boulot, et surtout, il va y avoir plein d'outils hypnotiques, là je parle de techniques hypnotiques, de phénomènes hypnotiques, des distorsions spatio-temporelles, des amnésies, des analgésies, des anesthésies, des catalepsies, de la mâchoire, etc. Des trucs qui vont être très pratiques pour travailler en bouche, techniquement. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va, à travers l'hypnose dentaire, couvrir toutes les facettes de l'hypnose. Ce que j'appelle toutes les facettes de l'hypnose, c'est aussi bien ce qu'on appelle l'hypnose de la communication, la PNL, système de mirroring, pacing, leading, calibration, etc. Ça va être des techniques qu'on va utiliser pour créer le rapport et faire évoluer ce rapport vers une alliance thérapeutique, c'est-à-dire une confiance réciproque entre le patient, le praticien, une confiance dans le traitement. On va utiliser tous les outils de l'hypnose conversationnelle, le Milton Model, le mind bending, le symbolic language, toutes les techniques qu'on peut utiliser en conversationnel. Après, il va y avoir 3 volets de l'hypnose. L'hypnose opératoire, c'est-à-dire soigner un patient en hypnose. L'hypnose médicale, ça va être davantage traiter toutes les affections somatiques. Et l'hypnose thérapeutique, l'hypnothérapie, que vous connaissez bien, davantage des affections psycho, on va dire, au niveau. Et vous allez voir que l'hypnose dentaire, c'est vraiment une hypnose très, très spécifique, un peu une hypnose, un peu un terrain, un terrain très, très restreint, mais en même temps passionnant parce que ça va couvrir toutes les facettes de l'hypnose. Et évidemment, on apprend aussi, enfin moi c'est ce que j'enseigne à mes élèves, un module entier de 2 jours d'auto-hypnose, prévention du burn-out, stress, etc. Donc ça, c'est très important parce que en fait, ça couvre déjà toutes les facettes de l'hypnose. Également, ce qui est intéressant, alors je vous la fais courte, hein, moi je suis passionné d'histoire, mais les premières utilisations de l'hypnose dentaire, ça date vraiment du début du 19e siècle. On a des extractions qui ont été réalisées donc, par le docteur Martorell ou en France en 1819, 1836. Ensuite, ça passe côté anglo-saxon où il y a Elliotson qui décrit pas mal de chirurgie au niveau maxillofacial et évidemment Esdale en 40-46. Après, à la fac, il y a un enseignement de l'hypnose médicale, un peu moins dentaire, mais il y a quand même des composantes médicales, que ce soit à Nancy, à Paris. Et il faut attendre, en fait, quand l'hypnose disparaît de la France, donc on va dire à la fin de l'âge d'or de l'hypnose, hein, qui était les écoles de Nancy, les écoles de Paris, ça part donc du côté anglo-saxon. Et à ce moment-là, on va avoir les premières sociétés d'hypnose dentaire. En 1930, avec le docteur Burgess dans le Minnesota. Alors eux, ils appelaient pas ça hypnose, parce que l'hypnose avait tellement mauvaise presse qu'ils appelaient ça le psychosomatic sleep. Et il fait un cours, un enseignement en dentisterie sur ce psychosomatic sleep. Il crée une société, donc première société de psychosomatic dentistry dans le Dakota, en Minnesota, et le premier séminaire, c'est 48. Et à ce moment-là, on va avoir donc dans le Minnesota et aussi dans le Wisconsin, à l'University Marquette. Et on va avoir les premiers ouvrages qui vont être publiés sur l'hypnose dentaire. Donc il y a le Stolzenberg en 48, il va y avoir en 52 le Moss, le Shaw, etc. Donc ça date des années 50, on va dire, pour résumer. Et à New York, pareil, en 48, à New York, il y a l'Hypnotic Study Club for Dentists, etc. Et des sociétés savantes et scientifiques qui se créent pour l'hypnose. Il faut savoir que parallèlement à ça, c'est vraiment c'est 1950, 1960, c'est vraiment là que l'hypnose médicale a été vraiment, s'est beaucoup développée aux États-Unis. Tout simplement parce que l'hypnothérapie déjà n'existe pas. C'est en fait une hypnose qui est un outil utilisé par les médicaux exclusivement. Et donc, il y a la reconnaissance de l'hypnose médicale en 58 aux États-Unis par l'AMA, l'American Medical Association, et en 55 par la BMA, la British Medical Association. Dans les facultés dentaires, jusque dans les années 60, dans le Wisconsin, dans le Michigan, dans le Minnesota, c'est enseigné. Et après, on a tous ces ouvrages donc, de ces années-là dédiés à l'hypnose dentaire. En France, il faut attendre les années 70 pour voir le premier ouvrage d'hypnose dentaire, et c'était encore, ça s'appelait Hypnosophrologie en art dentaire, en 70. Et en fait, c'est sous l'impulsion et sous la mouvance de Caicedo qu'il y a eu des dentistes qui se sont intéressés à la sophro et qui ont fait le lien avec l'hypnose. Notamment Cherchev, il avait bossé avec Chertok, il avait bossé ensuite, ça a été ensuite le patron de Guyonneau, et il avait évidemment appris
la sophro avec Caicedo. Euh, Après, on va avoir quelques ouvrages en Angleterre dans les années 80, puis après, il faut attendre 2000. Et dans les années 2000, 2005, 2007, etc., on commence à avoir à nouveau un intérêt pour l'hypnose dentaire. Voilà. En fait, en France, il a fallu attendre le rapport de l'INSERM en 2015 pour qu'il y ait une reconnaissance officielle sur le plan médical et scientifique de l'hypnose. Alors, entre parenthèses, j'ai mis un petit peu SIC parce que quand on lit ce rapport de l'INSERM sur la partie médicale, je ne sais pas si vous l'avez lu en hypnothérapie, mais en ce qui me concerne, bon, je l'ai lu, et sur la partie dentaire, c'est juste, mais affligeant, quoi. Parce qu'ils ont pris 3 études qui sont insignifiantes, sachant que moi, je sais pas, je vais avoir 600 études, 600 articles publiés depuis les années 40 sur l'hypnose dentaire, et là, ils ont pris 3 études, mais qui sont ridicules sur la nausée, enfin, des trucs vraiment peanuts, quoi, par rapport à l'utilisation qu'on peut faire de l'hypnose dentaire, et ils ont dit, oui, ça peut être un outil intéressant. Mais bon, c'est vraiment, ça a été fait, je pense, à l'emporte-pièce, cette étude, ce rapport de l'INSERM, tellement c'est médiocre. On a créé ensuite avec le docteur Valérie Puisségur le DU à la fac de Nice, donc le DU d'hypnose dentaire opératoire, voilà. Et après, on avait publié pour promouvoir ce DU un bouquin, Hypnose dentaire opératoire et thérapeutique, en 2020. L'idée de l'hypnose dentaire, c'est vraiment un outil, c'est-à-dire on considère ça comme un outil qu'on va rajouter à sa pratique pour bâtir une meilleure coopération et adhésion aux soins du patient, gagner du temps, du confort, de l'énergie, parce qu'on travaille évidemment beaucoup plus librement, beaucoup plus facilement quand le patient est en hypnose. Ça permet aussi de se faire connaître et reconnaître autrement, de fidéliser sa clientèle et aussi pour les praticiens. Et ça, c'est vraiment le mal du siècle pour le personnel médical en général et le personnel soignant en particulier, c'est le burn-out. Voilà, prévention du stress, etc. Alors, il y a 2 types d'hypnose et c'est là où je voulais en venir concernant la spécificité de l'hypnose dentaire. Et là, ça va vous intéresser pour les hypnos. Tout d'abord, il y a l'hypnose opératoire, c'est-à-dire vraiment, on soigne le patient en hypnose. On va l'utiliser donc pour les séances longues, pour tout ce qui est gestion de la douleur, analgésie, anesthésie. Ça va permettre de diminuer les doses injectées, de ne pas injecter de doses éventuellement, on pourra en parler, ou bien de diminuer, ou bien de faire de l'hypnosédation uniquement, c'est-à-dire on injecte le produit classique, moins de doses, mais on utilise l'hypnose uniquement pour le confort. On va apprendre aussi en hypnose opératoire tout ce qui est gestion de la douleur aiguë, chronique, tout ce qui est contrôle opératoire pendant qu'on soigne le patient, la nausée, la salivation, les saignements, l'ouverture buccale, etc. Tout ce qui est ce qu'on appelle optimisation post-op. Alors, préparation pré, per et post-op, c'est-à-dire comment préparer un patient à la chirurgie, un patient anxieux, stressé, etc., ou un patient phobique, comment on le soigne en opératoire et comment on optimise avec des suggestions post-hypnotiques la cicatrisation, les douleurs, etc., les œdèmes éventuellement. Et après, on va utiliser tous les outils de l'hypnose dans les phénomènes hypnotiques à phénomènes, on va dire, cognitifs supérieurs, c'est-à-dire principalement mnésiques. Ça va être des distorsions spatio-temporelles. On va pouvoir faire des amnésies sélectives, des amnésies complètes, des perceptions du temps aussi raccourcies, augmentées. Donc en fait, pour un hypno qui s'intéresse à l'hypnose dentaire ou pour un dentiste qui fait de l'hypnose dentaire, tout ça, ça va être de la gestion de l'hypnose, gestion de la transe profonde principalement. En ce sens qu'il y a assez peu d'outils psychothérapeutiques là-dedans. Par contre, il y a énormément d'outils hypnotiques. Beaucoup d'outils hypnotiques de gestion de la transe, que ce soit à la fois les inductions, mais surtout les techniques d'approfondissement et la gestion de la transe et des 2 types de transe, donc transe profonde stuporeuse, transe profonde somnambulique, et savoir passer de l'une à l'autre ou mêler l'une à l'autre de façon à pouvoir soigner le patient dans les meilleures conditions en fonction de ce dont on a besoin. Deuxième volet de l'hypnose, et là on change de casquette quand on est dentiste. Déjà, on change de casquette parce qu'on n'a plus du tout le même boulot, et puis même parce que les temps qu'on a au cabinet, nous, c'est des temps opératoires de 1 heure, 3/4 d'heure, une demi-heure, etc., ou des fois 2 heures quand c'est des chirurgies ou des traitements longs au niveau prothétique, ou etc. Par contre, là, pour l'hypnose thérapeutique, il faut avoir du temps. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être dans un rythme on va dire, de cabinet. Donc, c'est pour ça qu'on change de casquette, et soit on le fait soi-même, mais on se dédie des créneaux, soit on bosse avec un hypnothérapeute. Voilà. Donc, l'hypnose thérapeutique, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va l'utiliser, l'hypnose thérapeutique dentaire, dans de nombreuses situations. À la fois pour tout ce qui est confort, donc gestion du stress, de l'anxiété et des phobies. Voilà.
Pour créer l'alliance thérapeutique, soit avec les patients et beaucoup avec les enfants, tout ce qui est motivation, participation, que ce soit au traitement ou bien en ODF, ou bien pour l'ortho, c'est-à-dire l'orthopédie dentofaciale, les enfants à qui on met des appareils, ou bien tout ce qui est traitement d'intégration prothétique, etc. Tout ce qui est comportemental aussi, on va s'intéresser au niveau de l'hypnothérapie dentaire, évidemment au sevrage tabagique, parce que ça a une influence directe sur le pronostic des traitements qu'on fait, par exemple au niveau chirurgical, au niveau implantaire, etc. Donc quand les patients, par exemple, viennent qu'il y a des réhabilitations implantaires, ou quand il y a des problèmes de gencives, de déchaussement, etc., vraiment, la première chose qu'on leur fait, s'ils sont fumeurs, ben, on les invite et on les incite évidemment à faire un sevrage tabagique. Tout ce qui est bruxisme également. Bruxisme, premières applications, pour vous donner une idée du bruxisme au niveau de l'art dentaire, ça a été dans les années 48. Donc c'est très ancien l'idée d'utiliser le bruxisme. Tout ce qui est parafonction, tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, des patients qui mangent trop sucré ou qui ont vraiment des troubles comportement alimentaire, sachant que ça va avoir beaucoup de répercussions au niveau dentaire. Je pense par exemple les anorexiques avec des vomissements, ça va complètement par usure en fait chimique, acide, complètement éliminer, faire fondre littéralement, on va dire, l'émail dentaire. Tout ce qui est hygiène bucco-dentaire aussi, motivation à l'hygiène, l'onychophagie, les patients qui rongent les ongles, tout ce qui est succion du pouce, etc., tout ce qui est positionnement lingual, etc. Et évidemment aussi apprentissage de l'auto-hypnose. Donc en fait, on voit que dans ce spectre large de l'hypnothérapie dentaire, on a toutes les facettes de l'hypnothérapie classique, parce qu'on va avoir de la gestion de la douleur, de la gestion du stress, de l'anxiété, des phobies, du sevrage tabagique, du bruxisme, des parafonctions, de l'alimentation, etc. Donc en fait, c'est intéressant cette hypnothérapie dentaire parce qu'il faut être un peu un touche-à-tout de toutes ces composantes-là. Voilà. Dans les phobies, j'ai listé un petit peu les phobies auxquelles je suis confronté, les métophobies, c'est-à-dire la peur de vomir. Moi, j'ai des patients, ils ont tout le temps peur, alors ça crée des nausées, etc. Et puis après, évidemment, ça fait un cercle vicieux. Plus j'ai peur, plus je suis stressé, plus j'ai envie de vomir, etc. À différents degrés, hein, ça peut être soit un patient à qui on met, pour vous donner une idée jusqu'où ça peut aller, soit un patient à qui on met un instrument dans la bouche, un miroir, qui se met évidemment à avoir des nausées, voire à vomir, soit un patient, on le met sur le fauteuil, boum, il se met à vomir, immédiatement, ça déclenche des nausées. Donc, c'est vraiment le principe de l'apprentissage par réflexe conditionnel. Des patients qui souffrent d'acmophobie, donc c'est tout ce qui est peur des objets tranchants, peur des aiguilles, etc. Alors après, il y a différents termes, mais pour moi, c'est la même chose. Odonto, stomato, dentophobie. Voilà, ça, c'est tous les patients qui ont peur du dentiste. Et quand je parle de patients phobiques, c'est réellement jusqu'au point où les patients, ils dorment pas pendant 3 jours avant de venir, ne serait-ce que pour une consultation ou même faire un détartrage. Ou bien, quand ils arrivent dans le cabinet, ils vont avoir un malaise vagal. Soit même, ça m'est arrivé en salle de radio, dans la salle d'attente, enfin, même sans être confronté au dentiste ou à n'importe quel traitement. Ces patients, on ne peut pas les soigner sur le fauteuil, on ne les passe pas sur le fauteuil. Il faut d'abord les passer sur le fauteuil d'hypnose avant de pouvoir, quand c'est des patients phobiques. Les patients qui ont de l'algophobie, c'est-à-dire peur d'avoir mal, aquaphobie, peur de s'étouffer, peur de l'eau, etc. Ça arrive aussi. Après, j'ai des patients qui ont des tocs aussi de brossage. Donc tout ce qui est bacillophobie, mysophobie, des peurs d'attraper des infections, etc. Donc ils se brossent les dents, des tocs, ils se brossent les dents 30 fois par jour. Cancérophobie aussi, tous les patients, tout ce qui est cancer buccal, etc. Alors en fait, pour lister tout ça, je reprenais la liste des phobies et j'ai trouvé quand même, elle est pas mal, alors je voulais noter, mais j'en ai pas, de la nanopabulophobie. La nanopabulophobie. Donc, si vous en avez un jour qui arrive dans vos cabinets, que ce soit dentaire ou d'hypnothérapie, sachez que c'est tout simplement la phobie des nains de jardin. Voilà. Donc, je pense que ceux-là, vous les aurez pas. Et donc, on peut avoir des phobies. Moi, j'adore les phobies. J'adore les patients phobiques parce que c'est vraiment le pouvoir de l'imagination négative sur le corps et ça montre la puissance de la psyché et de l'esprit sur le corps. C'est comme ça que je suis venu à l'hypnose, il y a une vingtaine d'années. Alors, je vais vous montrer, pour ceux qui n'ont jamais vu des vidéos d'hypnose dentaire, une vidéo d'hypnose opératoire. Donc, c'est un patient pour lequel il y avait déjà eu une première consultation. On avait fait des soins en hypnose, etc. Une deuxième consultation, il avait enlevé les dents de sagesse d'un côté.
Et puis il avait une très très bonne transe, voilà, profondeur de transe. Et puis évidemment, c'est un apprentissage, la transe, hein. Donc, troisième séance, là, on est vraiment dans du bon somnambulique et on va aller dans des hallucinations kinesthésiques négatives, en fait, qui sont ce qu'on appelle l'hypnoanesthésie, c'est-à-dire le patient sans rien et on peut l'opérer sans faire d'anesthésie chimique. Voilà. C'est pas la majorité des patients, parce qu'il y a une sélection, et c'est un apprentissage. Voilà. Donc, on pourra parler ensuite et discuter d'hypnose dentaire et de l'utilisation de l'anesthésie. Moi, je suis très clair là-dessus. Si on me dit, ah ben c'est cool l'hypnose parce que tu peux faire tout sans anesthésie, je dis pas du tout. Ça nécessite une motivation des patients, une sélection et voire un apprentissage. Donc, si je voulais tout faire sans anesthésie, il faudrait que des fois, pour des patients qui sont assez peu réceptifs à l'hypnose, je passe 4 séances pour leur apprendre à gérer, etc. Donc ça va beaucoup plus vite. Il ne faut pas se leurrer par rapport au rythme du cabinet de faire de l'anesthésie chimique. Par contre, on diminue les doses. Et puis après, si on a des patients qui sont virtuoses, qui sont motivés, et ça on discute avec eux, on peut faire des opérations. Moi, je dois avoir à peu près 10 000 hypnoses là dans ma database d'hypnose dentaire filmée au cabinet, que ce soit de l'hypnothérapie ou de l'hypnose dentaire opératoire. Et j'ai 2000 chirurgies d'hypnoanesthésie, donc sans anesthésie chimique, ce qui correspond à peu près, en fait, on se rend compte à 20%. Et 20%, c'est un peu le pourcentage de patients très réceptifs à l'hypnose. Donc pour moi, la corrélation, et ça, elle va dans ce sens-là, et ça correspond réellement à toutes les données de la littérature sur les études longitudinales sur l'utilisation de l'hypnoanesthésie dans le cas de chirurgie particulière au niveau dentaire. Donc, je vais vous montrer comment c'est. Vous voulez qu'on fasse un peu d'hypnose comme la dernière fois? C'est pas mal. Allez, on commence pas. C'est bien. Super. Très bien. Alors, vous allez fixer attentivement la lumière à gauche, à droite. Très bien. Quand vous avez des petits mouvements, vous allez les paupières, comme ça va. Très bien. Quand les paupières deviennent de plus en plus lourdes, vous pouvez laisser les yeux se fermer. Et les yeux fermés, continuez à suivre la lumière à gauche, à droite. Ouais, spontanément en hypnose, mais entendez tous les bruits autour de vous. On les prend, comme ça, elle va devenir très rigide. Donc, le poignet, le cou, l'épaule, le bras devient de plus en plus rigide. Très rigide, comme une barre de fer. Ouais. Elle va devenir tellement rigide qu'en essayant de plier, elle va devenir plus plus rigide. Vous pouvez essayer. Très bien, super. On est jusqu'à 3, le bras se relève complètement. Très, très mou. Très, très mou. Super. Impeccable. Et vous plongez profondément dans le sommeil. Vous allez dans le sommeil très profond, continuez à tout entendre. Début là, Les bruits je autour me de disais, vous, les bruits des volontaire. papiers, les facteurs, la musique, le téléphone. Tous ces bruits dans la version vous permettent de vous détendre encore plus profondément. Donc, vous allez dans le sommeil profond, en continuant à tout entendre. Et pratiquement dans la vie, toutes les sensations sont présentes, de l'eau, les bruits, les vibrations, pour aller encore plus profondément dans le sommeil. Vous ne rentrez pas, mais vous en êtes pas. Tout sera simple, tranquille, facile. Il n'y a absolument rien. Donc, descendre, prise de regard. Et vous allez sur chaque expiration approfondir cet état de détente. Doucement, plus en plus bas, plus en plus loin, de plus en plus profondément, vous plongez. Quand vous aurez atteint un niveau de profondeur suffisamment suffisant pour qu'on commence,
Bon, là, je vais arrêter parce qu'après, c'est du dentaire, hein, donc c'est moins passionnant. Donc, il y a deux éléments. Déjà, j'utilise pas d'induction au sens propre du terme, c'est-à-dire dans les terminologies. Je vais baisser le son. Hop. Alors, attends. Voilà. Donc, je reviens. Voilà. Donc, j'utilise pas d'induction au sens propre du terme. Je fais uniquement des phénomènes hypnotiques. Donc, au début, je passe une lampe rapidement sur les yeux. On pourrait discuter de ça. Le but, c'est d'avoir une activation du système parasympathique, en fait. On va comprendre pour ça. Et surtout, après, très rapidement, j'enchaîne sur une catalepsie des paupières et une catalepsie du bras. Je valide la catalepsie, etc. Après, rapide approfondissement du patient. Et là, de suite, en fait, sur la respiration, tout simplement. Et là, c'est un patient qui est entraîné. C'est sa troisième session d'hypnose. Donc, à ce moment-là, je vais donner deux suggestions. La première, vous sentirez, tout sera simple, tranquille, facile, vous sentirez absolument rien. Et deuxième suggestion, et ça je vais la répéter plusieurs fois, plus les sensations seront présentes dans la bouche, plus vous irez plus profondément en hypnose, etc. Et vous sentez absolument rien, tout est complètement engourdi, endormi, etc. Sur un patient, on n'a pas besoin de faire, on peut faire de la suggestion directe hein, sur des patients qui sont réceptifs, on n'a pas besoin de faire un gant anesthésique, un machin, etc. Ça peut aller très très vite. Par contre, c'est une question de sélection, de confiance, et il faut que le patient ait confiance en lui-même. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. Donc vous avez compris qu'en fait l'idée c'est de créer quelque chose, une société qui soit vraiment participative et que pour les hypnos qui s'intéressent à, à l'hypnose dentaire, ben, ils puissent avoir une liste de praticiens qui seraient intéressés, ils puissent l'afficher eux, comme ça ils peuvent avoir des patients en consultation qui viennent les voir et qui leur disent, ben voilà, j'ai vu que vous faisiez de l'hypnose dentaire, moi je dois faire une chirurgie ou machin, ou bien je viens pour du bruxisme ou pour un sevrage tabagique, etc., adressé par un tel. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de mettre en relation les hypnos et les dentistes, parce que moi j'ai plein de copains qui font de l'hypnose dentaire opératoire, par contre ils ont du mal à trouver des hypnothérapeutes qui font de l'hypnose, de l'hypnothérapie un peu à spécificité dentaire. Ça, c'est la première chose. Et c'est vraiment cet échange et cette triangulation entre les patients, les praticiens, c'est-à-dire l'équipe soignante, et j'inclus à la fois les dentistes et les assistantes, et en même temps les hypnos, de façon à ce que les trois puissent échanger et être au courant que l'hypnose dentaire, ça existe et que ça rend, c'est un outil extraordinaire et que ça rend beaucoup de services.